Salut à tous, très heureux de vous retrouver après cette petite pause estivale et de démarrer cette deuxième année sur YouTube. L'objectif cette année sera d'étudier le football sous des prismes un peu moins communs et de vous faire découvrir un peu plus de sujets qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un syndrome qui a étiqueté le supporter comme responsable de sa propre mort, la diabolisation des supporters. La diabolisation des supporters est un phénomène qui a été mis en avant par le chercheur Bennett dans un article publié en mars 2017. Ce dernier a porté son étude sur deux catastrophes humaines ayant marqué l'histoire du football, dont on va raconter leurs histoires respectives. La première a lieu le 9 mars 1946 lors d'un 6e tour de FA Cup entre Bolton et Stoke City. Pour ce match, le stade de Burton Park, dont la capacité ne dépassait pas les 70 000 places, a vu s'amasser autour de son enceinte une foule de plus de 85 000 personnes venant assister à la rencontre. En effet, nous sommes en 1946, le retour du football sur le devant de la scène après avoir disparu lors de la Seconde Guerre mondiale explique en partie cet incroyable engouement. Mais dans une tribune construite en terre, le public était si dense que deux barrières ont cédé. Sous la pression, la foule est tombée en avant et les supporters ont alors chuté sur ceux qui se trouvaient en dessous d'eux. Ce gigantesque écrasement humain coûtera la vie à 33 personnes et fera un total de presque 400 blessés. Avant de raconter la deuxième histoire, il faut savoir que le drame de Burton Park provoquera une véritable réaction en chaîne. Jusqu'au début des années 90, on comptera 14 catastrophes dans les stades de football avec un nombre approximatif de 1030 décès partout dans le monde. La deuxième tragédie sur laquelle s'est donc penché le travail de Bennett est beaucoup plus connue. On est alors le 15 avril 1989 au stade d'Hillsborough. L'accident eut lieu au niveau de la partie inférieure de la tribune West End où les supporters assistent au match debout. Dans la lutte contre l'hooliganisme en Angleterre, cette tribune a été aménagée de grilles à l'avant pour éviter les envahissements de terrain et entre les différents parkages pour éviter les mouvements de foule. Les deux parkages où ont eu lieu l'accident étant ceux au centre de la tribune. Une demi-heure avant le coup d'envoi, la foule était déjà très dense au tourniquet d'accès et des premières bousculades se font ressentir. Une fois ces tourniquets franchis, une majorité de spectateurs se dirigent naturellement vers les parkages les plus proches. En l'occurrence, ce sont les deux parkages au centre. Ces derniers deviennent alors très vite en surcapacité alors que la foule continue de s'agglutiner derrière 15 minutes avant le coup d'envoi. Face à ce gigantesque afflux humain, derrière les tourniquets, un officier de police ordonne l'ouverture d'une porte de sortie pour désengorger la foule et laisser les supporters pénétrer dans l'enceinte. Des milliers de supporters empruntent alors cette porte et se dirigent vers les parkages centraux dont l'accès n'avait toujours pas été fermé. Dans ce mouvement de foule, les supporters déjà présents dans ces parkages se retrouvèrent alors étouffés contre les barrières de sécurité. Le match est alors arrêté et le terrain de Hillsborough se transforme en un énorme camp de blessés. Les panneaux publicitaires deviennent alors des brancards de fortune et le bilan final sera lourd, 96 morts et 766 blessés. Alors, en quoi ces deux tragédies ont inspiré le travail de Bennett lorsqu'il parle de diabolisation du supporter? Bennett s'est surtout intéressé à l'après. Quelles ont été les raisons retenues pour donner un sens au fait que ces tragédies soient arrivées? D'abord, si on se recentre sur notre première histoire, le drame de Burton Park, et qu'on observe les causes constatées par les différents documents officiels parus après l'incident, le rapport du chef de la police évoque que l'accident a été causé par la centaine de personnes ayant détruit les clôtures pour pouvoir accéder à la tribune depuis la voie ferrée. Le communiqué du club de Bolton confirme ces propos, en ajoutant que des trous ont été faits dans les clôtures à presque tous les endroits imaginables. Enfin, dans le Hansard, un document politique émis par la Chambre des communes, le ministre de l'Intérieur met en cause publiquement la responsabilité des fans de football, à qui il implore d'exercer le même sens de l'esprit sportif en tribune de ce qu'ils attendent des joueurs sur le terrain. On a donc trois documents officiels qui mettent tous l'accent sur le même responsable, le comportement imprudent des fans dans la tribune, et selon la théorie des acteurs réseau, dont fait référence Bennett dans son article, ces trois acteurs ont à travers leur communiqué stabilisé un récit qui se répandra ensuite dans un réseau, auquel vont venir s'ajouter d'autres acteurs qui vont à leur tour raconter cette version des faits. Le lendemain, les journaux nationaux, The Guardian ou Pictorial, qui est aujourd'hui le Daily Mirror, et les journaux régionaux suivent le récit des comptes rendus officiels et dénoncent le même coupable. Par exemple, le Bolton Evening News réduira les supporters comme seuls responsables en expliquant que la Seconde Guerre mondiale a provoqué une désensibilisation des normes sociales du public, mais les supporters sont-ils vraiment les seuls responsables de l'accident? En réalité non, et on peut alors parler d'erreur d'attribution fondamentale.
médicale qui consiste à attribuer une seule explication à un accident aux causes complexes et multiples. On observe avec le recul d'aujourd'hui que les causes du drame de Burton Park sont multifactorielles, le comportement imprudent de certains supporters et leur désensibilisation du mal dans ce contexte d'après-guerre est un argument recevable, mais il ne doit pas effacer les autres facteurs. Des facteurs de moyens d'abord, car le contrôle des forces de l'ordre au sol s'est révélé bien insuffisant pour gérer la foule. Le nombre de policiers était de 103 pour encadrer une foule estimée à plus de 85 000 personnes. Pourtant, cette erreur de jugement n'a pas été mentionnée dans le rapport de la police. Des facteurs technologiques ensuite, les clubs anglais ne recevant aucune obligation légale de maintenir leurs infrastructures à un certain niveau de normes, l'investissement dans ce secteur était moindre. Le stade de Burton Park était conçu avec des matériaux de faible qualité, des tribunes faites de terre et de bois. Ce dernier n'avait plus été entretenu depuis la guerre, ayant subi au passage des dégâts de celle-ci. Le stationnement des voitures à côté de l'entrée bloquait les sorties. Les tourniquets côté est étant hors service, tous les supporters étaient tous contraints d'entrer par l'accès ouest. L'absence de comptage aux entrées n'a pas permis d'évaluer non plus le nombre de personnes accédant à la tribune. Bennett observe par ailleurs que tous ces facteurs n'apparaissent pas au bilan final décrit par les comptes rendus officiels et les journaux, et que la faute est rejetée exclusivement sur le supporter. Pour étudier que ces observations ne sont pas qu'un épiphénomène unique à l'accident de Burton Park, Bennett s'est ensuite penché sur les récits officiels faisant suite au drame d'Hillsborough 42 ans plus tard. Le porte-parole de la South Yorkshire Police Federation a été le premier à prendre la parole quelques minutes après l'accident. And I'm saying to you that if police officers had been in there when this mob surged through, the police officers would have been trampled to death underneath it. You just can't handle them. And the vast majority of that lot had been drinking, the ones that were arriving late, and they will not be told where to go. They won't do anything you try to do. And what can you do? So are you saying the fans are to blame then? The police certainly aren't to blame. Because if the fans would do what the police are asking them to do, there wouldn't be any problem because people would be orderly. And if people were orderly, they wouldn't have these problems. La police mentira aussi au sujet de la porte de sortie ouverte par un officier, en affirmant que celle-ci avait été forcée par les supporters, un mensonge qui sera finalement corrigé un peu plus tard. La radio sera donc la première à diffuser la version des faits racontée par la police, puis les journaux de télévision raconteront le soir le même récit, suivi de la presse papier le lendemain matin. Dans une des tribunes bondées, les spectateurs qui ont normalement payé leur place s'affrontent avec d'autres qui sont entrés en force, sans billets. Ce sont des supporters sans ticket qui sont entrés en force dans les tribunes après avoir forcé une grille. Ce drame se produit quelques jours après que les dirigeants du football européen aient autorisé les clubs anglais à retourner à nouveau en compétition européenne parce que l'attitude des supporters leur semblait en amélioration. On voit qu'il n'en est rien. En 89, l'hooliganisme étant au cœur des préoccupations de l'époque, les autorités politiques n'ont pas remis en cause la version rapportée par la police. La première ministre Margaret Thatcher rappelle le lendemain l'indiscipline habituelle des supporters de Liverpool. Le ministre de l'Intérieur dénonce lui que les émeutes de football sont des explosions de sauvagerie qui menacent l'avenir du football et salissent la réputation du pays. Ainsi, comme lors du drame de Burton Park, on retrouve une nouvelle erreur d'attribution fondamentale, catégorisant les 766 blessés et les 96 morts du drame comme étant des hooligans, soit expliquant un accident aux origines complexes par une raison simple et unique. 3 ans plus tard, en 91, le coroner, qui est la personne chargée au nom de la couronne d'enquêter sur les circonstances d'un meurtre, jugera les morts comme accidentelles. Les familles des victimes n'ont quant à elles pas accepté ce jugement et se sont battues pour rétablir ce qui paraît aujourd'hui comme une injustice. Elles auront dû attendre 25 ans avant de voir justice rendue. En 2010, le premier ministre anglais Gordon Brown rouvre le dossier et confie la responsabilité de l'enquête à un comité indépendant. 2 ans plus tard, les familles et le Premier ministre reçoivent le rapport basé sur l'étude de 400 000 documents liés à l'accident. Les conclusions de ce rapport démontrent que la police est en partie responsable de l'accident en raison de plusieurs erreurs stratégiques, dont l'ouverture de la sortie C qui a accéléré le mouvement de la foule vers les parkages centraux, mais aussi l'ignorance des policiers sur le terrain, ordonnant aux supporters voulant s'échapper sur la pelouse de rester dans la tribune. Ces mêmes policiers, croyant voir un mouvement hooligan, ont retardé l'arrivée des secours. On estime même qu'aujourd'hui, 40 personnes auraient pu être sauvées. La malhonnêteté des déclarations après l'accident de la police, accusant sans scrupule les supporters comme seuls responsables, a également été dénoncée. Le rapport engage aussi la responsabilité du responsable de la sécurité du stade. Les grillages mis en place pour se protéger des heurts hooligans ne permettaient aucun mouvement latéral de la foule. Un rapport de 78 avait classé le stade comme n'étant pas aux normes de sécurité, avec une capacité surévaluée. Plusieurs incidents étaient déjà survenus les années précédentes,
importantes, mais ces signaux d'alerte n'ont jamais été pris en compte. Finalement, après un nouveau jugement, le 26 avril 2016, le jury affirme que le drame d'Hillsborough ne ressort pas de la responsabilité unique des supporters au stade ce jour-là. Ce syndrome de diabolisation du supporter est donc un fléau qui a tenacement infecté le football du XXe siècle. Pour défendre leurs intérêts et se déresponsabiliser des tragédies ayant eu lieu dans les stades, les hautes instances ont choisi le supporter comme parfait bouc émissaire de sa propre mort. Un supporter surtout sans droit de réponse, sa parole étant à cette période totalement sous-évaluée par rapport aux autorités jugées comme mieux placées pour parler. La conséquence, c'est que la diabolisation du supporter a donc camouflé jusqu'aux années 90 la nécessité d'investir et de réfléchir à garantir une pleine sécurité à ceux qui viennent au stade, et a donc fait des tribunes de l'époque un endroit hostile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce genre de sujet sortant un peu des sentiers battus vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ce style de montage pour habiller mes propos vous a plu. Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. D'ici là, à la prochaine, salut.